Comme annoncé, Mme Akengo était avec nous, juriste de son État, président de la Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l'homme. Monsieur Makengo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Lumba. Vous avez suivi la décision du gouvernement de pouvoir relancer ou de poursuivre la traque des Koulouna à Kinshasa? Oui, j'ai entendu. Et voilà, qu'est-ce que ça vous inspire dans le cadre du travail que vous faites dans les milieux sportifs et même dans certains milieux sociaux? Oui, je crois que c'est parmi les missions de l'État. Donc la sécurité des biens et des personnes. Lorsque l'État constate qu'effectivement il y a des rapages, il y a certains inciviques qui sont en train de perturber l'ordre public, qui sont en train de perturber la quiétude de la population, il est de bonne loi, de bonne guerre que l'État puisse prendre des décisions qui s'imposent et, dans la mesure du possible, conformément à la loi. On peut évaluer en quelque sorte le travail qui a déjà été fait. Après un temps, la loi a été imposée à ces délinquants et puis après, ils ont refait surface. Peut-on dire que la mesure a eu quand même ses effets? La mesure avait eu ses effets. Nous avons eu à observer effectivement, il y avait une certaine accalmie de cette vague de la violence qui a élu domicile dans la ville de Kinshasa et partout ailleurs aussi. Et je crois que les autorités ayant en charge la sécurité de notre pays ont encore beaucoup réfléchi pour voir dans quelle mesure elles doivent intensifier les stratégies. Enfin, effectivement, c'est le souhait de tout un chacun qu'on puisse éradiquer véritablement et définitivement ces fléaux qui gangrènent la nation congolaise et surtout au niveau de notre jeunesse. Vous êtes également activiste des droits de l'homme. La manière, l'approche utilisée par la police la fois passée, justement, on a vu quelques résultats à un moment donné. C'était, la ville était dans le calme. On ne dit pas que Kinshasa est champion dans ce secteur de l'insécurité créé par les bandes des Koulouna. Mais cette approche, à votre humble avis, était bonne? Bon, je crois qu'à grand mot, il faut qu'il y ait de grands remèdes. C'est paradoxal lorsque vous dites, effectivement, d'un côté on défend les droits de l'homme, de l'autre côté on doit traquer, on doit en tout cas sévir à la dernière énergie pour essayer un peu de chercher la solution. Mais le paradoxe c'est quoi? Lorsque la population est traquée, lorsqu'on tue, lorsqu'on viole, on violente, c'est comme si, quelque part, il y a aussi il y a des sourds-muets par rapport... Il y a un certain mutisme à ce qui concerne... Nous, des fois, on se reproche, nous qui sommes des droits de l'homme. Bon, moi, je me dis, bon, je me focalise beaucoup plus sur le sport qui a un caractère social et culturel, mais il y a certaines organisations de droits de l'homme qui sont focalisées effectivement sur le droit civil, politique, mais lorsqu'il y a des violations flagrantes, contre la population, c'est comme s'il y a un certain mutisme. Raison pour laquelle ce que l'État fait en imposant la force, pas au-delà de la loi, je pense conformément à la loi, de l'autre côté, on intervient pour dire qu'effectivement, il faut cesser de faire ceci, et la population est dérangée, la population a été tuée, il y a un certain mutisme, c'est un paradoxe. Mais l'État reste l'État. Donc, ce qu'il fait, c'est conformément à la loi. Et cette fois-ci, ce que nous pouvons proposer, au-delà de cette force, il faut effectivement déférer tous ces malfaits au niveau de la justice. Ça s'est fait souvent, mais je crois que cette fois-ci, il y aura d'autres stratégies que les autorités doivent prendre pour qu'il n'y ait plus, qu'on ne revive plus ces récidivismes. Ce qui se passe au stade dans les installations sportives. Avant d'en arriver là, est-ce que les moyens plus humains utilisés par la police peuvent facilement imposer la loi dans les milieux des Koulouna? Est-ce que c'est dissuasif? Moi, je crois Matraque,
le fouet, et également par moments Moi, je crois qu'il faudra... la ferrure la plus dure. Moi, je crois qu'il faudra créer une unité spéciale par rapport à ces groupes qui viennent. Vous savez, la police vient en légitime défense avec tous ceux qui ont comme dispositif de sécurité. Mais ils sont en face des gens qui amènent des armes blanches. Vous comprenez? Il y a certains parmi eux qui, hier, ils étaient sportifs, mais ils ont changé des Kazakhs qui deviennent des délinquants. Ils ne sont plus sur le tatami parce qu'un sportif, je crois, ne doit pas s'offrir à la rue pour attaquer. Un sportif doit être modèle. Mais il faut créer une unité spéciale. C'est ce qui se passe souvent au stade. Je donne l'exemple même en France, il y a des CRX. Donc, des gens qui viennent pour combattre contre ceux qui ont l'habitude de déranger. Et ils n'utilisent pas des matraques, ils utilisent la force physique, ils utilisent la pratique, donc, les règlements sportifs pour mettre à nu ou bien pour mettre à terre tous ces délinquants. Je crois qu'il n'y a pas seulement le matraque, il n'y a pas seulement les effets dissuasifs en lançant des gaz lacrymogènes, mais il faut créer une unité spéciale qui, lorsqu'ils se rencontrent avec ces groupes-là, des Koulouna, des inciviques, qui sentent effectivement, ils sont en face des gens qui sont similaires, qui sont en face des pairs. Donc, ils amènent des armes blanches, mais au lieu des armes blanches, on les met par terre, on lui enlève cette arme, sans pour autant lui créer des problèmes. Et directement, on les met à disposition de la justice. Vous vous souvenez de tous les cris des organismes des droits de l'homme lors de la traque des Koulouna à Kinshasa, respect des droits de l'homme, lorsqu'on éventrait parfois des femmes enceintes, lorsqu'on égorgeait certaines personnes dans certains coins de la capitale, les activistes des droits de l'homme, je reviens à votre préoccupation tout à l'heure, ne criaient pas. Comment expliquer ce phénomène? Monsieur Lumbar, moi je crois qu'on ne s'évente pas. Nous, lorsqu'on a créé la LISPED 798, c'était lors du cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est en ce moment-là qu'on avait créé la LISPED, la Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l'homme. On nous avait expliqué la quintessence de cette notion de droits de l'homme. Et lorsqu'il y a des violations flagrantes des droits de l'homme, je crois qu'il ne suffit pas seulement de passer à la télévision, de passer par la voie de presse pour dire on a violé, on a violenté. Il faut aller au niveau de la source. Parce qu'on est en train d'instrumentaliser certaines ONG de droits de l'homme. Lorsque il y a l'État ou bien lorsque les autorités sont dans les filets, là, nous sommes là pour faire des communiqués. Oui, justement, un individu mais lorsque la population peut pas commettre un acte de violation des droits de l'homme lorsqu'il s'en prend à un autre citoyen. Là, violation des droits de l'homme, c'est uniquement les commis de l'État ou les préposés de l'État quand ils posent ces actes vis-à-vis des citoyens. Non, les violations des droits de l'homme, le terme c'est quoi? Violation des droits de l'homme. Quelles que soient les relations à hiérarchie inférieure, population de basse classe, ce sont les violations de flagrant délit. Si moi je suis en train de t'assommer, de te faire des actes dégradants, ce sont les violations des droits de l'homme. Même si je suis citoyen simple, je suis en train de te mutiler, je suis en train de te couper les bras, c'est une violation des droits de l'homme. Ce n'est pas seulement lorsque les autorités font ce que vous êtes en train de dire, c'est des violations des droits de l'homme. Alors on quitte un peu la guerre des définitions des concepts, oui. On pourra y revenir peut-être prochainement. Oui. On en vient un peu à ce domaine qui est le vôtre, la violence dans les milieux sportifs. On sent que, si à la cité, le calme revient, mais au stade ou dans les milieux sportifs, votre combat semble être perdu d'avance. Est-ce que c'est votre constat? Non, le combat ne semble pas être perdu. Nous sommes une ONG, une ASBEL, qui donne des recommandations. Mais heureusement, avec l'apport de son Excellence, M. le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui a créé le Comité national de prévention des luttes contre la violence et la corruption dans le sport, je crois qu'on est en train d'arrêter certaines stratégies avec notre association, avec les autres acteurs du sport, pour essayer un peu
maîtriser, d'éradiquer ces fléaux qui est la violence. Parce qu'on a remarqué, il y a certains patients qui ont quitté la cité et qui sont déversés au niveau des installations sportives où les gens viennent effectivement se régler des comptes, hein, ce qu'on appelle des écuries. Alors c'est ça, dernièrement, je crois qu'à l'aube du match DSMP, Sangabalende, le général House, qui est le deuxième vice-président du comité national de lutte contre la violence et la corruption dans le sport, qui est aussi chargé de la sécurité de stade, on avait réuni toutes les parties pour l'aider effectivement. Les stades, les installations sportives, c'est un bien commun, ça n'appartient ni à Mazembe, ni à Aveu Club, ni à Motema, mais moins encore à Lupopo. Donc, il ne faut pas détruire ce que tout le monde a construit. Donc, lorsque nous allons au stade, c'est pour le fair play, c'est ce que directement je suis en train de lancer des messages pour le match de demain entre Aveu Club et Darik de Motema Pembe, c'est pour le fair play, c'est pour la fête, ce n'est pas pour se montrer les biceps. Ce n'est pas pour montrer les biceps, il faudra que le joueur qui doit démontrer la technicité sur le terrain, et vous, au niveau de gradin, il faut supporter, il faut encourager, il ne faut pas venir casser. Ça, c'est le chauvinisme. C'est le chauvinisme, c'est ce que nous sommes en train de voir maintenant. Alors, est-ce que vous comprenez que vous avez du pain sur la planche dans ce secteur, quand on sait que d'abord l'année 2016 est une année un peu spéciale, avec beaucoup d'enjeux. On sent que l'Ostade nous renvoie parfois un signal qui n'est pas très, très bon pour les sports ou l'avenir du sport dans notre pays. Vous ne voyez pas qu'on risque de commencer à filtrer l'entrée dans les stades et n'y entrerait peut-être que celui qui est un bon citoyen? Je crois que les civismes sportifs qui a été lancé par le ministre de la Jeunesse et des Sports est en train de faire montre de ces empreintes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire... vous enregistrez déjà des cas de réussite, des succès? Il y a des cas de réussite. Mais avec ce qui venait de se faire lors du match, plutôt Sangabalende et Motema Pembe, vous dites qu'il y a déjà des empreintes? Non, il y a des avancées, mais c'est un travail de longue haleine. Vous savez, même partout ailleurs, il y a des cas de violence. J'ai vu... on doit traiter sur l'affaire qui va opposer Marseille et des débordements des installations sportives. Comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison, mais nous sommes en train de travailler là-dessus pour qu'effectivement, qu'il y ait le civisme sportif au niveau dans le milieu de la jeunesse, dans le milieu du sport, pour effectivement moraliser, pour moraliser les milieux sportifs, mettre de côté les violations, ce que nous appelons souvent les violations flagrantes des droits de l'homme dans le sport, essayer d'aller menacer les arbitres, même si l'arbitre a commis une erreur, on s'en prend sur l'arbitre, on se fait justice, et le match se joue sur le terrain, mais on décharge la bile sur les sièges du stade. Oui, tout cela, je crois mais en amont, qu'est-ce que vous faites, vous, au niveau de la LISPED, dans la sensibilisation citoyenne des arbitres? Parce que les délinquants, on les recrute, pas seulement dans les rues, on les dénombre également dans les milieux de intello, entre guillemets, même dans les milieux de soi-disant instruits. Oui. Nous essayons de faire quelque chose. Il y a des arbitres qui sont à la base des situations chaotiques au stade. Oui, nous organisons. Lorsqu'il y a des grands derbies, lorsqu'il y a de grandes rencontres, et en prélude du démarrage de championnat, nous essayons de tenir des points. On organise certains séminaires, certaines conférences pour essayer un peu d'amener toutes ces parties au bon sentiment, toutes ces parties aux valeurs sportives. Notamment le fair play, la tolérance, et la non-corruption. C'est ça qui gangrène aussi notre sport. Donc, tous ces ingrédients mis ensemble pour effectivement qu'il y ait un grand travail à abattre là-dessus. Et nous sommes encore au début, plutôt au début, mais je crois que c'est un travail de longue haleine. Alors, mais qu'est-ce qui doit être fait également? Toujours dans ces milieux, parce que c'est un milieu stratégique, les milieux sportifs, les joueurs de l'équipe qui a perdu ou qui a gagné, leur comportement, leur attitude sur l'aire des jeux, et même à l'issue du match,
est-ce que ça ne peut pas beaucoup influencer le comportement des supporters? Qu'est-ce que vous en faites concrètement? Ouais. Il y a certains... La manière de perdre, la manière de jouir ou de saluer, ou plutôt sabler du champagne quand on a gagné. Oui, c'est ce qu'on appelle les facteurs qui amènent les passions, qui amènent les débordements. Voir comment une équipe qui ne joue pas bien, mais qui tient à gagner le match. Donc ça donne une certaine tension au niveau des supporters. L'entraîneur sent effectivement que son équipe n'est pas à la hauteur, mais il est en train d'amener les adversaires à faire preuve que non, c'est lui qui est le meilleur, et ça donne une tension. Et lorsque ces genres de tensions sont boutiqués au niveau de match, c'est les débordements, c'est l'éclatement. Alors, si vous sentez effectivement que vous n'êtes pas à la hauteur du match, limitez simplement les dégâts. Vous devez limiter les dégâts. Et les supporters aussi, ce sont certains facteurs qui amènent la violence. Lorsque vous sentez effectivement que l'arbitre est en dessous de la moyenne, je crois que ce n'est pas assez faisant justice et que vous allez vous réjouir ou bien vous aurez un gain de cause. Je crois que ce n'est pas ça la raison. Alors maintenant, nous quittons un peu les milieux sportifs, les stades. Nous revenons à la Cité. Oui, à la Cité, quand Barça joue contre Real, c'est aussi un classico qui est à la base des grandes passions à Kinshasa. Parfois, les gens entrent dans les divergences, parfois très très vives. Dans les quartiers, on voit ce qui se passe. Mais lorsque les politiques passent sur les plateaux, vous, au sein de votre ligue, qu'est-ce que vous conseillez aux politiques de deux camps? Certains ont tendance à s'entrer des dents sur le plan des biceps. Qu'est-ce que vous leur dites? Parce que vous avez une grande responsabilité, vous. C'est une question très pertinente. Je leur dis simplement, même lorsqu'il y a la guerre, il y a toujours le fair play. Le fair play, c'est quoi? Lorsqu'on dit cesser les feux, c'est ça le fair play. Même à la maison, lorsqu'il y a un problème qui se pose, il faut toujours le fair play. La tolérance, il faut avoir une certaine courtoisie. Une certaine courtoisie lorsque vous êtes en contradiction. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas l'ennemi, celui qui est en face de vous. Donc, que chacun on lui accorde la parole, il avance ses arguments. Et de l'autre côté, si vous avez des contre-arguments à faire valoir et renverser la vapeur, vous aurez le temps. Mais vous entretuez, vous utilisez des termes de foi qui dépassent le cadre de certains débats que nous voyons. Moi, nous sommes au niveau de l'ISPED, nous sommes dans le milieu de sport, mais on est dans le milieu de sport, mais nous luttons contre la violence dans le sport. Mais nous voulons effectivement voir, lorsque nos politiciens, lorsque nos frères, nos responsables de la société civile sont en train de débattre sur une question tant politique, sociale qu'environnementale, même si vous êtes en contradiction, que ça soit teinté d'un esprit de fair play, de tolérance. À la fin peut-être d'un débat houleux, très vif, on s'embrasse, on se dit, nous ne sommes pas ennemis, hein, regardez, nous ne sommes pas ennemis, au-delà de nos divergences. Alors, comment rendre ce combat contre la délinquance dans la ville, comment le rendre efficace? Maintenant, vous faites des propositions à la police civile de Kinshasa, également à tous les services compétents. C'est extrêmement important pour éviter ce qu'on a déploré la fois passée. Moi, je trouve que d'abord, il faudra que la police, les autorités de la République disent à cette jeunesse qu'il y a l'espoir. C'est comme si la jeunesse est en train de perdre l'espoir. C'est comme si demain ne leur appartient pas, la vie ne leur appartient pas. Non. Il faudra qu'on leur dise, demain vous appartient. Vous avez l'espoir de reconstruire, de rebâtir encore ce pays. Lorsque vous y mettez à casser, à violenter, à violer, et vous trouverez la loi. La loi part devant vous. Et la loi ne recule pas, l'État ne recule pas. Mais je crois qu'il faut donner espoir à cette jeunesse, leur dire, effectivement, leur inculquer cette culture de la non-violence, et au-delà de ça, leur dire, si vous cassez, et vous nous verrez sur votre route,
et ça sera de manière draconienne et la plus énergique. C'est ce que l'État doit garantir. L'État doit garantir, l'État doit mettre hors d'état des nues tout celui qui est en train de perturber l'ordre public. Mettre hors d'état des nues, effectivement, c'est amener, c'est ce qui s'illustre par des actes de violence, par exemple dans les milieux carcéraux. Et puis, lorsqu'on les amène, c'est un milieu uniquement carcéral, il n'est pas un milieu de rééducation. Vous ne voyez pas que c'est le retour à la case du départ lorsque la personne est libérée. Non, je crois que la dénomination même dit ce centre de rééducation. Mais nos prisons ne sont pas des centres de rééducation. C'est un centre de rééducation. Je crois qu'il y a certains prisonniers qui s'adonnent à certains métiers au niveau de la prison. Mais d'autres, ils s'en foutent parce qu'ils savent qu'il est venu pour purger sa peine. Et en sortant, c'est une façon de s'amender aussi. Mais je crois qu'au fil du temps, nous remarquons ceux qui partent pour un temps au niveau de nos prisons, lorsqu'ils sortent, ils sont un peu conscientisés par rapport à ce qu'ils vivent. Un peu conscientisés. Alain Makengo, je vous remercie. Vous dites un peu, c'est ici le moment de lancer cette idée géniale de l'école, de la prison-école, avec les services de maçonnerie, plomberie. On doit former tous ces gens aux petits métiers pour qu'ils fassent leur réintégration dans les bonnes conditions. Sinon, on risque de revenir à la case du départ. On y reviendra avec vous parce que vous mettez la jeunesse au centre de vos activités. Alain Makengo, juriste, président de la Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l'homme. Voilà, dans la seconde partie, nous allons poursuivre avec cette autre thématique. Dialogue, le comité préparatoire est imminent cette semaine. Quels critères faudra-t-il mettre en évidence afin de choisir les membres qui doivent en faire partie? On en parle dans la seconde partie du Grand Journal.